est-ce que voilà, il y a une possibilité de faire des actions judiciaires également sur des agences de notation qui sont venues effectivement baisser la note de la Tunisie suite à la révolution du peuple Non, il n'y a aucune tunisien, possibilité de... comme Fitch Ratings? Non, apparemment. il n'y a aucune possibilité de faire a priori, hein, comme ça, facialement, sur quelle base, en quoi leur responsabilité sera engagée. Les agences de notation, elles se sont disqualifiées au moment de la crise financière en 2008, d'avoir récompensé certaines institutions financières, certaines banques, dont on sait maintenant qu'elles trichaient, en externalisant en dehors de leur bilan un certain nombre de produits financiers, mais non, je ne crois pas que ce soit le sujet. Et sinon, que pensez-vous du soutien de Delanoë, notamment, Strauss-Kahn, Alliot-Marie, que sais-je, Frédéric Mitterrand, à Ben Ali encore très récemment? Moi, je me souviens d'avoir interrogé M. Delanoë en 2008, et il avait une réponse très cynique par rapport aux accusations de survie le concernant, indiquant qu'il était pour le développement et qu'il était effectivement pour les droits de l'homme, et que Ben Ali était au courant de cela de sa part, et ça s'arrêtait là, effectivement. Est-ce que vous avez un avis, des choses à indiquer sur ces hommes politiques qui se sont prononcés? Je crois que c'est pas, il ne faut pas faire d'amalgame, déclaration calamiteuse de Michel Alliot-Marie en disant il faut aider le pouvoir tunisien, on va leur envoyer des moyens d'assurer la sécurité. Et moi j'avais indiqué à ce moment-là qu'il fallait plutôt envoyer des observateurs pour compter les morts et des médecins pour soigner les blessés. Il y a toujours une tunisophilie très forte en France, il y a des très grandes proximités entre ces deux pays, il y a des raisons privées, et il y a un certain nombre de personnes qui sont faites aveugler pour des raisons diverses, mais essentiellement parce que ce pays est apparu au prix d'une grande instrumentalisation, une grande manipulation comme un rempart contre l'islamisme. Il faut faire une marche en arrière, les années 90-91, la guerre civile en Algérie, et donc tout l'Occident était paniqué à l'idée que le Maghreb devienne une forteresse d'Al-Qaïda. Donc Ben Ali a joué ça avec beaucoup de cynisme, une rente même sur laquelle il s'est installé, dans lequel un certain nombre d'hommes politiques français sont tombés avec plus ou moins de sincérité, plus ou moins de complaisance. Et pensez-vous que ça reste du domaine préservé de... Oui. Excusez-nous. Non, je peux pas, je prends pas d'appel, merci. Pensez-vous que ça reste du domaine préservé de l'Élysée, comme pouvait le dire François-Xavier Verschave, ces questions, ou est-ce qu'il y a une ouverture actuellement, peut-être juridique, sur ces questions? Je pense qu'il y a un décalage, un grand écart qui se réduit peut-être un peu entre les engagements internationaux qui sont pris par la France, qui a signé la convention de l'ONU, dite convention de Mérida, qui fait de la restitution des biens acquis une obligation centrale, les déclarations publiques à la sortie du G20 et du G8, tout d'un coup, Sarkozy n'hésite pas à dire que la lutte contre la corruption et les paradis fiscaux est une grande cause de l'humanité, et la réalité. Et donc la société civile, les acteurs politiques responsables sont là pour interpeller les pouvoirs publics sur ce double langage, ou plutôt ce décalage entre la parole et l'action. C'est une vieille histoire, c'est vieux comme le monde. Ça a pris un tour très caricatural ces dernières semaines avec la volte-face de la politique française qui tout d'un coup, maintenant, adoube le nouveau pouvoir, étend la main au peuple tunisien. Je pense que le peuple tunisien, au vu de ce que j'ai entendu d'un certain nombre de personnes, n'est pas dupe de cette espèce de rétro-pédalage un peu tardif et un peu pathétique. Oui, parce que dans le même temps, êtes-vous d'accord, il y a une certaine, je pense, hypocrisie, effectivement, continuer à soutenir d'autres régimes, je pense à Bongo, à Yedema, Déby, Biya, etc., et lâcher totalement Ben Ali d'un seul coup. Alors oui, on soutient toujours les vainqueurs. Tout ça, c'est un peu votre analyse. analyse. De l'impression. C'est compliqué quand on est politique de trouver le point d'équilibre entre les nécessités de défense stratégique d'un État quand on est en charge, les dépenses énergétiques, et puis assumer une certaine part de morale dans les décisions publiques et politiques. C'est compliqué. Personne ne va dire que c'est ça. Mais en tous les cas, la politique française est marquée par politique de complaisance, de clientélisme en direction des pays africains et également du Maghreb, avec des variantes, parce que les situations ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que les espèces d'oscillations en direction de la Tunisie sont l'expression
de cette incapacité de la diplomatie française d'offrir un cap clair, et de le tenir. En tous les cas, ce qu'on a vu est à l'envers de tout ce qu'on pouvait espérer de ce point de vue-là. Est-ce que le prétexte ne va pas toujours être de défendre l'idée de souveraineté des États? La souveraineté s'arrête là où les droits de l'homme commencent à être violés. C'est un aphorisme bien connu. Ou alors on renonce à l'universalité du droit, on renonce à l'universalité des valeurs. Si on se prosterne devant le souverainisme, et si soi-même on est un agent du souverainisme, il ne faut plus parler de droit international, il ne faut plus parler de valeurs communes. Et s'il faut attendre soi-même d'être exemplaire pour faire la leçon, ben, personne dans le monde ne se sentira légitime pour dire à certains pays ce que vous faites est insupportable, arrêtez. Avez-vous sinon d'autres choses à ajouter sur les pays du Maghreb? Je sais qu'il y a l'Égypte également qui bouge en ce moment. Écoutez, si ce qui s'est passé en Tunisie peut dans quelques mois, quelques années être l'amorce d'une conciliation indispensable pour la paix dans le monde entre l'islam et la démocratie et la modernité, je pense que le peuple tunisien aura rendu à lui-même un très grand service, mais aura rendu peut-être un très grand service à l'humanité. Pour clore cet entretien, je profite d'être avec vous, c'est pas forcément facile et souvent de pouvoir se rapprocher de personnes vraiment qui sont dans les instructions, qui sont proches de ces dossiers. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot sur le procès des 5 ex-détenus français de Guantanamo en supplément? C'est un autre sujet, mais très rapidement, est-ce que vous auriez quelque chose à indiquer à ce sujet? D'abord, c'est vraiment des victimes collatérales dont tout le monde se fiche de la lutte contre le terrorisme, parce que je pense qu'ils sont, même s'ils n'ont pas fait le meilleur choix en allant en Afghanistan en 2001, ça fait presque 10 ans, à une époque où l'administration américaine disait que le mot Al-Qaïda était un mot qui était à peine répertorié. Ils subissent des séquelles qui ne seront jamais réparées. Ils sont très courageux, ils ont fait leur vie, ils ont construit une famille. J'espère que la Cour d'appel, dans quelques semaines, dira ce qu'elle avait dit précédemment, c'est-à-dire que la déloyauté absolue du comportement des services français est une entorse extrêmement grave au principe qui gouverne le procès équitable et donc la démocratie judiciaire. Et par conséquent, au-delà de l'affirmation de leur innocence, j'espère qu'ils seront définitivement relaxés par la Cour d'appel et que le parquet de Paris acceptera de tourner la page et considérera que le mot apaisement est un mot qui fait partie du vocabulaire judiciaire. Et aucun autre pays en fait a remis en prison des... Il n'y a que la France, avec son institution formidable, qui paraît-il est jalousée par les Américains, l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, qui permet, ça c'est les fiches Wikileaks qui le disent, qui ont permis à certains juges d'instruction de dire, mais vous savez, on n'a pas besoin de beaucoup de preuves pour condamner des gens en France, il suffit quelques présomptions. Alors ce particularisme français, beaucoup d'avocats le dénoncent, on dénonce les excès, il a peut-être été le source d'une certaine efficacité, on ne saura jamais, tant la manipulation est grande et possible, mais en tous les cas, l'honneur d'une démocratie, c'est de ne pas se mettre au niveau de ceux qui le combattent. Et Wikileaks peut être une aide pour... Wikileaks est un vivier d'informations pour un certain nombre d'avocats, bien sûr. D'accord. Je vous remercie pour cet entretien. Merci, à bientôt.